derby d'Italie. Voilà. Ah oui, c'est juste, ouais, c'est clair. Ouais, c'était pas mal. Salut, bienvenue sur le plateau de Match après Match. Les débats ont déjà commencé parce que la planète foot ne s'arrête jamais. Et quand on se retrouve entouré de passionnés, eh bien, on n'attend pas d'être en direct pour débattre. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jérémy Manière, Tim Guillemin et Daniel Romano. Messieurs, les débats sont effrénés, mais d'abord, Jérémy, comment vous trouvez notre nouveau chez nous, vous qui découvrez tout ça? Je me sens très très bien, avec plein de petits articles sympas, qui nous rappellent des bons souvenirs ou qui nous font penser à des clubs sympathiques aussi. Et ouais, je trouve ça très cosy, très agréable. Bon, déjà, on va arrêter de se vousoyer, hein, parce qu'on a dit aussi qu'entre fans de foot, on allait être un peu plus détendu. Mais détendu, certainement que les clubs romans de Super League ne le sont pas trop, hein, parce qu'on a regardé ensemble hier soir Servette, aujourd'hui Sion, surtout à FC Sion depuis la reprise, qui, en tout cas, à titre personnel, me déçoit. Au-delà du plan comptable, parce qu'on a vu que les Uriquois reviennent, on ne voit pas vraiment de progrès. Et pour avoir vu Fabio Celestini quand même sous d'autres cieux il n'y a pas si longtemps, on a quand même toujours l'impression de voir ces équipes progresser. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça patine un peu, non? Moi je ne suis pas aussi sévère, il y a quand même des circonstances atténuantes aujourd'hui. C'est un entraîneur qui a quand même besoin que ses joueurs assimilent les principes. Aujourd'hui, il a 5 joueurs au moins, 4 suspendus. Moi, je n'avais jamais vu ça, je pense. Honnêtement, 4 joueurs suspendus pour un même match, plus Stojkovic qui part. Il y a quand même des préceptes à assimiler. Le jeu de Fabio Celestini, c'est quand même des sorties de balles, des schémas. Et là, avec autant de changements, je lui mets vraiment des circonstances atténuantes pour ce match-là. Mais il y a 4 joueurs suspendus. Mais la semaine dernière, les types qui sont suspendus aujourd'hui, ils savaient qu'ils risquaient d'être suspendus en prenant un jaune déjà. Oui, d'accord, mais je dis, ça ne sort pas de nulle part, on est d'accord. Mais je trouve que le ton de l'analyse, là, aujourd'hui, il est encore un peu tôt. Le premier match contre Lugano, on a quand même vu un petit peu ses esquisses de jeu. À Genève, il n'y a rien eu, je suis d'accord, il y a eu de la réaction. Son équipe, elle n'a pas lâché, mentalement, ni aujourd'hui, ni à Genève. Par contre, effectivement, les préceptes de jeu, on ne les voit encore pas, je suis d'accord. Est-ce que c'est pas justement, je sais pas, on a tous passé son permis, tu sais, quand tu réfléchis pour changer les vitesses, t'es jamais très fluide dans tes changements de vitesse, puis t'as la bagnole qui secoue un peu. J'ai un peu l'impression que de passer d'une méthode où tu essayes de déjouer l'adversaire, comme celle pratiquée par Tramezzani, à celle où tu veux avoir la possession de balle, t'as un peu l'impression que les joueurs, ils sont en train de chercher leurs autres. Ouais, c'est ça, c'est pas encore très fluide, et c'est vrai que, comme l'a dit Tim, ça nécessite un petit peu de temps. On voit qu'ils réfléchissent pas mal, surtout que c'est un entraîneur qui fait beaucoup appel au cognitif des joueurs. Il veut que les joueurs interprètent les situations comme il le faut. Il veut aussi que les joueurs réfléchissent sur le terrain. Pas trop non plus, parce qu'à trop réfléchir, on joue à contre-courant et on n'est pas performant non plus. Le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas cette stabilité dans l'effectif et dans le 11 qu'il met en raison des blessures, en raison des suspendus, mais aussi parce qu'il y a des choix qui sont faits pour des joueurs qui ne sont pas performants. Santini, aujourd'hui, il n'est pas suspendu ou blessé, il est simplement mis sur le banc. C'est un choix fort aussi. Il n'a pas encore trouvé vraiment cette alchimie dans sa chaîne à 4 derrière. Et ça a aussi, pour moi, une grosse influence sur le fait que Sion a pris quand même pas mal de buts. Moi, j'en ai parlé avec lui, justement, en conférence de presse avant le match contre Servette, pour savoir où est-ce qu'il en était dans son plan, dans son idée, pour changer vraiment de manière aussi... clair entre le jeu de Tramezzani et son jeu à lui. Et effectivement, on voit des toutes petites retouches par-ci par-là. Mais moi, je me demande des fois aussi s'il a vraiment les profils de joueurs dont il a besoin pour faire son foot. Mais alors ça, il s'est mis la pression tout seul. Parce que sans que personne ne lui demande rien, il dit c'est le meilleur effectif que j'ai jamais eu à ma disposition. Je signe pour 6 mois, donc sous-entendu, je vais avoir du succès tout de suite. Ça, faut faire attention, parce que le dernier entraîneur qui a dit ça, c'est Binotto à Xamax, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est des phrases peut-être qui sont un peu maladroites et qui peuvent être mal interprétées. Et finalement, 6 mois plus tard, il était déjà plus au club. Donc ça, il faut faire attention. Avec la qualité intrinsèque d'un effectif, c'est difficilement comparable, je trouve, quand même. C'est ça, justement. Il s'est mis la pression tout seul en disant... On verra après 6 mois, si je suis bon, si j'ai fait les résultats, je prolonge ou je vais ailleurs. Et c'est le meilleur effectif que j'ai jamais eu, alors qu'il a quand même eu des bons effectifs par le passé. Donc là, pour moi, il a pris un gros risque. Et où je suis d'accord avec toi, Daniel, c'est qu'en fait, on ne peut pas vraiment lui laisser de tort, parce que lui-même, il n'en a pas demandé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est que le classement de ce soir, avec Winterthur et Zurich qui reviennent à 2 points,
Je rappelle juste qu'ils vont à Bâle le week-end prochain. Et après à Winterthur. Donc, et t'as Winterthur Servette mercredi. Donc... Mais moi, avec ce que je vois aujourd'hui, je veux dire, où je me montre inquiet, c'est que justement, je ne vois pas ces petits pas. Et, je veux dire, oui, il manque 4 joueurs, mais après, Balotelli, dans l'état de forme où il est, avec l'état d'esprit qu'il a, je ne suis pas certain que ce soit, à l'heure actuelle, je ne vais pas me faire que des amis en Valais, mais ce n'est pas une grosse perte. Si c'est juste pour pourrir l'adversaire... Bon, ça, les supporters de Sion, ça m'apporte pas. Mais ça a marché. Disons, la semaine dernière, ça a marché parce qu'il le met quand même là en début de deuxième mi-temps. Footballistiquement, c'est vraiment ça qui a une influence sur. Non. Mais Balotelli, aujourd'hui, Balotelli, on est d'accord. Si Fabio Celestini, qui le voit tous les jours, dit qu'il n'est pas encore assez en forme pour jouer 90 minutes ou pour être titulaire, on va faire confiance à Fabio Celestini. Donc, ce que moi je voulais simplement dire, c'est que la semaine dernière, pour moi, quand il entre, il pourrit. La deuxième mi-temps, dans le bon sens du terme, faut pas le prendre de manière péjorative, il fait sortir des joueurs de Servette du match. Et après, voilà, moi je suis convaincu que ça va être compliqué entre les deux, quoi. Pour moi, ils ont deux caractères qui sont très explosifs et c'est vraiment deux très gros égos, donc je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Ce qu'on a vu quand même, c'est que Girgic est tu peux pas faire ça, tu peux pas faire sans lui. Attends, moi je dis Alain. Mais justement, Cyprien, c'est un peu une équation parce que moi, pour avoir vu au stade les 2 premiers matchs de Sion sous l'ère de Fabio Celestini, j'ai l'impression que Cyprien, justement, est appelé à jouer un rôle important parce qu'il a le foot que Fabio veut. Il a probablement aussi l'intelligence. Je ne le connais pas assez, mais il doit sentir le jeu. Ça implique quand même un déséquilibre. On a vu le pressing axial fait par Cyprien, avec ce milieu un peu déséquilibré par moment, je sais pas, moi Alors moi, c'est pas du tout le compartiment de jeu qui me fait peur pour le FC Sion. Pour moi, il y a beaucoup de milieux de terrain de qualité avec des profils assez différents. Il y a plusieurs systèmes qui peuvent être joués parce qu'il y a des joueurs qui peuvent faire box-to-box, il y a des joueurs comme Cyprien qui peuvent être derrière 1 ou 2 attaquants, il y a des profils comme Gergic qui savent faire la sentinelle ou le regista selon comment on joue devant la défense, donc ça c'est pas le problème. Par contre, derrière. Derrière il n'y a pas la formule qui a été trouvée. Par contre, moi devant je me fais du souci. Quand on vend Stojkovic, alors 2 millions c'est très bien vendu pour la Suisse, il y a peu de clubs qui pourraient cracher sur 2 millions, on est d'accord. Mais quand on vend Stojkovic 2 millions, qu'on n'a pas son remplaçant sous la main, pour l'instant en tout cas, et qu'ensuite on a Balotelli dans l'effectif qui rate un match sur 2, qui n'est pas forcément très concerné, qui a un langage du corps qui fait vraiment, qui peut laisser vraiment je perds le terme qui te laisse perplexe. Qui laisse à désirer, et puis en plus de ça qu'on doit faire jouer Chouaref, un ailier en pointe. Sio pour moi ne peut plus jouer seul devant. Carlen n'est pas forcément dans les petits papiers de Celestini. Pour moi, il manque un attaquant capable de faire du bien à ce jeu, à ce FC Sion-là. Tu dis que ça va bouger jusqu'au 15 février. J'imagine, oui. Mais attention quand même à ne pas parler trop vite. La semaine prochaine, il y a un Bâle Sion qui peut changer beaucoup de choses. Moi, j'aime bien les signes du destin. Et je me rappelle de Lausanne Sport où jouait Jérémy, qui était en crise, qui jouait pas si bien que ça, qui n'avait pas les résultats, et qui va gagner à Bâle contre toute attente, contre FC Bâle, qui était bien meilleur qu'aujourd'hui. Moi, je crois un peu aux signes du destin, et je crois que ce FC Sion-là, c'est un match particulier aujourd'hui. Il manque tellement de monde. La semaine prochaine, il récupère tout le monde. Balotelli, moi je ne veux pas parler trop vite non plus parce qu'il n'a pas l'air concerné, mais il va quand même monter en puissance. Et il n'était pas si mal quand même en fin d'année. C'est un joueur qui peut faire la différence. Ce but contre Lucerne, il n'y a que lui qui peut le mettre. Moi, je n'enterre pas ce FC Sion aujourd'hui, honnêtement. Non, mais personne ne l'enterre. Par contre, on peut mettre 2-3 réserves et 2-3 doutes sur peut-être le... Non, mais c'est surtout le contexte. Tu sais comment c'est. Tu as Winterthur qui continue de gagner à la maison. Tu vois Zurich lancer une dynamique. Clairement. Ils étaient déjà mal payés en termes de jeux produits et de poids récoltés l'automne dernier. Tu te dis, purée, il faut quand même faire des points, quoi. Tu connais le contexte, tu sais comment sa fonctionnation, tu y as travaillé. Donc tu sais aussi que ça peut vite dérégler des choses. Ouais, mais tu vois, il faut pas oublier depuis quand Sion n'a pas réussi à gagner. Sion qui perd 4 matchs de suite à domicile, malgré des fois où ces joueurs étaient là. Les joueurs dont tu parles, ils étaient là quand Sion a perdu les matchs contre Lugano, contre Zurich déjà au mois de novembre. Non, mais pas avec Fabio Celestini. Non. Pas avec un nouveau style de jeu. Moi, ce que je reproche beaucoup à cette Sion, et on l'a déjà dit il y a 2 semaines, c'est l'absence de vision à long terme. C'est passé de Tramezzani à Celestini avec les mêmes joueurs.
Et ça, sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est assumé à Sion, puisqu'à Sion, on ne veut pas parler de long terme. L'entraîneur, il doit faire des résultats. Et c'est là que Fabio Celestini, il n'a aucune excuse. Il a dit, je vais le faire, en 6 mois, j'ai le meilleur effectif. Voilà, maintenant, il faut qu'il le prouve. Qu'il n'a jamais eu, pas de la Super League. Ouais, non, le meilleur effectif qu'il n'a jamais eu. Juste pour qu'on soit non, d'accord. Mais maintenant, il n'a pas d'excuse. Mais par contre, aujourd'hui, et sur le match d'aujourd'hui, il y a quand même 4 joueurs majeurs qui sont pas là. C'est quand même beaucoup. Bon, on verra à Bâle, hein, on attend aussi, parce qu'à Bâle, c'est pas beaucoup mieux, malgré une prestation quand même d'ensemble hier soir un peu plus aboutie, mais ça prend pas, quoi. Chaque semaine, chaque week-end, je me dis, incroyable. Le communiqué va arriver. Chaque semaine, puis en fait, il n'arrive pas, et on se dit, oui, c'est vrai. C'était déjà dit le week-end passé qu'on l'avait fait Bâle-Lucerne avec Alex Frey, qui était d'ailleurs assez abattu au micro en fin de match. Non, puis tu dis Degen, c'est pas quelqu'un qui a de la patience, etc., mais ça fait des semaines qu'on dit ça. On en avait même parlé avant la Coupe du Monde. On disait, cette fois, c'est la défaite de trop, et il est toujours là. Bon, hier soir, les occasions, ils les ont, parce que Amdouni 2 fois... En semaine, ça rentre, et puis le week-end... C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse au FC Bâle. Il n'y a pas de continuité dans les performances. Au sein d'un même match, il n'y a pas de continuité. Ils sont capables de faire une première période, en tout cas contre Lucerne, c'est le match que j'avais surtout regardé, excellente, et tout se flagelle en deuxième période. Et c'est pareil par rapport à cette semaine. Un match assez abouti en coupe, avec un Amdouni exceptionnel, c'est vrai. Et là, ce week-end, une prestation un petit peu... pas très... manque d'efficacité, mais... Au final, ils n'arrivent jamais à s'inscrire dans la durée et faire 3 ou 4 victoires à la suite qui pourraient vraiment les faire passer dans une autre dimension, en tout cas dans ce classement qui est assez homogène. Est-ce qu'on est sûr qu'Alex Frey, c'est un bon entraîneur? Moi, je me pose la question quand même. Il n'a pas rien fait. Hein. Il a eu des bons résultats en Challenge League, je ne discute pas. Mais je me pose quand même la question de savoir s'il sera un entraîneur à la hauteur de ce qu'il a été comme joueur. J'ai des doutes, honnêtement. C'est le temps qu'il le dira. C'est le même contexte qu'un Thierry Henry, qui a été un entraîneur, un joueur exceptionnel par le passé, et qui, en tant qu'entraîneur à Monaco, a vraiment déçu, on peut le dire ça comme ça. Et puis, il veut retrouver un poste rapidement. D'ailleurs, il l'a dit. J'extrapole un petit peu, mais c'est vrai que les situations, ces 2 anciens grands attaquants qui sont assez similaires. Personne ne le sait réellement. Ouais, j'ai des doutes. En Challenge League, la saison dernière, il fait quand même cette promotion. Après, c'est discutable, mais je pense qu'après, il y a aussi la différence entre une équipe de Challenge League comme Winterthur. Même à Ville, je le trouvais plutôt pas mal. Et après, tout à coup, tu te retrouves quand même à la tête d'un club comme Bâle, où tout est différent, même si tu y as joué, même si tu as... Tu aussi un effectif jeune comme il avait à Ville. C'est ça. Mais tu as quand même d'autres objectifs, d'autres attentes, une autre pression. Et les joueurs qui viennent, ils viennent aussi pour d'autres Exactement, pour d'autres raisons. D'autres buts premiers que des joueurs. C'est des raisons très personnelles. Se mettre en même temps, et ça peut changer, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, Bâle, j'avais dit en ouverture de soirée les clubs romans. Servette, c'est vrai. Comment décrypter avec ce premier... on en saura peut-être plus, même si l'enchaînement sera des plus compliqués. On a vu déjà l'état du terrain à Winterthur. Mercredi, ça va être coton, un déplacement jamais facile. Mais malgré tout, quand même, on laisse échapper ces 2 points contre Sion. Et puis hier, pas grand-chose, quoi. Moi, je ne sais pas s'il y a aussi un peu des choses qui se passent en coulisses qui peuvent peut-être déranger un peu, dérégler la machine. Parce que j'ai de la peine à reconnaître cette équipe. C'est la même équipe. C'est la même équipe qui était 2e à un moment donné, mais avec tous les joueurs qui étaient blessés qui sont de retour. Et puis il y a quand même ces incertitudes autour d'Alain Geiger, même si on communiquera qu'au mois de mars, on imagine que vu qu'il n'y a pas eu de communication en ce moment, ce sera terminé. Donc est-ce que cette équipe, elle n'a pas été un peu déréglée par tout ce qui peut se passer? C'est hallucinant parce qu'on est d'accord que la première mi-temps contre Sion, c'est une des meilleures premières mi-temps. Très longtemps, et puis après, il y a 3 mi-temps derrière qui sont... Bon, il y a la deuxième hier, tu peux rater, tu peux te planter une mi-temps contre Sion, c'est un truc... Ils refont cette mi-temps 100 fois, ça se passe jamais comme ça. Ils gagnent le match 3-4-0. Pourtant, Alain Geiger a tous ses joueurs à disposition. Est-ce que c'est justement peut-être pas là que tu sais quand tu dois faire des choix, je mets Cespedes, je mets Val, je mets Cogna, Moi, je trouve surtout qu'ils étaient, alors sans leur enlever du mérite, mais ils ont su profiter d'un contexte qui était particulier au premier tour. Ils ont été hyper efficaces quand il fallait. Ils ont su faire les points qu'il fallait quand il fallait pour se retrouver avec une attaque en berne, très très haut du classement. Ils n'ont jamais marqué énormément, si je me rappelle bien, à part contre Winterthur. C'est une équipe qui a su profiter
parfois dans des rencontres avec très peu d'expected goals et qui a su prendre les matchs pour eux sans forcément être très dominant aussi. Oui, mais là, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il faut un résultat positif pour relancer le truc, pour relancer la machine. Ça peut être mercredi à Winterthur, même si le terrain est le terrain qu'il est, même si Winterthur revient gentiment. Je vois quand même, enfin, Servette est quand même supérieur à Winterthur et j'ai de la peine à imaginer Servette ne pas revenir de Winterthur avec une victoire. Moi, j'étais très déçu pour Alain Gaguerre la semaine passée. Parce que si il avait mis en 4 ou 5-0 à Sion devant plus de 15 000 spectateurs, ça aurait été très compliqué de venir de quelques semaines pour dire on ne le prolonge pas. Et là, ça va être un peu plus simple. Ça, c'est ton côté un peu anarchie, un peu mettre un peu le bordel dans les coulisses. Non, mais c'est pas le genre de la maison. Non, bah justement, je suis étonné. Non, mais je suis déçu. Non, mais alors moi, je suis déçu plutôt d'autre chose. Je suis déçu. Après, c'est pas vraiment le sujet, mais je suis tellement déçu à chaque fois que Servette arrive à remplir ou plus ou moins remplir ce stade. Ouais, c'est vrai. T'as quand même à chaque fois un truc qui fait que voilà, l'équipe, elle répond pas présente à ce moment-là. Tu as le 0-0 contre IB là, au mois de novembre. C'est un 0-0 fade, triste. L'autre jour, ça pouvait terminer en feu d'artifice. Non, c'est peut-être pas le bon terme. C'est pas le bon terme. Non, ça aurait pu, pas que c'est pardon, ça aurait pu. J'ai pas fait exprès. Ça aurait pu terminer vraiment en apothéose, on va dire. Tu réalises un match plein, tu bats Sion dans un derby du Rhône et tout. Et en les ayant chambrés avant. Parce que là, du coup, tu passes quand même un peu pour Opigno fait après. C'est vrai. D'ailleurs, les Valaisans ne sont pas gênés de répondre. Bah c'est ça, non, mais c'était très joli à part ça. C'était beau. C'était bonne guerre. Les deux, d'ailleurs, les gens qui s'occupent de ça sont très marrants aussi. Nous, on a été avec eux là au bord du terrain. Ils se chambrent même au bord du terrain et ils se font des petits coups comme ça. Ils s'appellent dans la semaine et tout. C'est cette bonne guerre. C'est très chouette, moi, je trouve. Tu peux arrêter de bouger avec tes bras parce que tout à coup, il y a la VAR qui va nous appeler pour nous signaler un geste intempestif. Mais blague mise à part, on sait plus sur quel pied elle c'est. Enfin, moi, je m'excuse. Hein, j'ai grandi avec comme le disait Claude Riff, avec le football du XXe siècle, mais même dans les premières années du XXIe siècle, on a quand même l'impression que maintenant, ça se roule par terre pour laisser la VAR intervenir, les bras, on ne sait plus comment. Pour moi, c'est les fautes de main qui posent vraiment question dans le contexte actuel. On n'arrivera jamais à régler ça, en fait. L'incohérence d'un match à l'autre, et même maintenant, aujourd'hui à Sion, pour moi, Jérémy n'est pas d'accord, dans le même match. On a eu un petit débat avant, mais c'est vrai que moi, je trouve que la VAR aurait dû nous permettre, dans un monde idéal, d'effacer les incohérences. J'ose pas dire d'une semaine à l'autre, mais au moins dans le même jour, et ce n'est pas le cas. Oui, parce que le débat, on l'a eu hors caméra, mais clairement, je me remets comme ça parce que je suis prêt à débattre. Non, mais Jérémy, tu as été défenseur. Tu peux défendre comment autrement que comme l'affaire est Ziegler, en sautant comme ça. Non, mais tu peux pas. Tu peux pas décoller, surtout quand tu défends de manière latérale. Et puis après, quand tu vois le penalty sifflé à Lucerne, tu as le gars qui saute comme ça là-bas. Voilà, c'est encore un autre match. Ou hier soir à Saint-Gall. Ouais. Mais oui, mais à Lucerne, c'est le même qui n'est pas sifflé à Sion 2 heures avant. En première mi-temps, sur la tête de Balthazar. On ne parle pas de la main sur Itetinga, hein, on parle de la première action. Moi, mon argument par rapport au match Sion-Zurich aujourd'hui, pour moi, les deux pénaltys, alors même celui sifflé sur Reto Ziegler, il est très, très, très sévère. Par contre, à la différence de celui où Honshu touche la main de la balle, pour moi, Honshu, il a le bras le long du corps. Il y a une distance qui est, il y a une distance qui est réduite, c'est à bout portant, il fait pas de mouvement. Là, c'est une position qui est naturelle. Pour moi, ça se siffle pas. Après, celle de Ziegler, je la trouve très, très, très sévère aussi. Mais la différence, elle est que peut-être qu'il est effectivement en train de se positionner pour mettre les bras derrière. Sauf qu'il n'a pas encore les bras attachés derrière. Oui, mais tu peux et il la touche alors que son bras est derrière et pour moi décollé un petit peu du corps. L'intervention qu'il veut faire, il fait une sorte de rotation du corps pour pouvoir empêcher le centre. Donc tu ne peux pas faire ce mouvement avec les bras. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui dirigent, c'est mon avis, hein, il ne peut pas l'air ou pas plaire, c'est que les gens qui dirigent, c'est des gens de règlement. Et réglementairement parlant, tu dois siffler ce penalty aujourd'hui. Sauf que quand moi j'ai fait les cours d'arbitre, je suis désolé, la première chose qu'on nous apprenait, même au niveau amateur, c'est qu'il faut aussi un peu sentir le jeu, quoi. Et là, quand tu as un défenseur qui fait un mouvement naturel, enfin, je veux dire, on est en train de dénaturer, je trouve, avec ces fautes de main. Non, mais maintenant, on est arrivé au point où tous les défenseurs devraient être dans la surface, toujours ou presque,
quand ils sont au duel avec l'attaquant, Après, avoir encore les une deux fois, mains attachées. Réglementairement, tu dois siffler, mais il n'y a plus cette lecture du jeu, en fait. Tu as fait des cours d'arbitre, hein? Ouais. T'aurais fait un très bon arbitre de Ligue 1, t'as la dégaine. J'ai commencé un peu tard. Non, je suis monté jusqu'en deuxième ligue très très vite. Amaury Delerue, chauve. Tony Chaperon, chauve. Non, mais les joueurs qui étaient des rouspéteurs ont fait en règle générale d'excellents arbitres. Howard Webb était aussi. Howard Webb, Colina, les meilleurs. Les meilleurs sont- étaient- Ah oui, j'avais. Plus t'as de cheveux, plus t'es mauvais, en fait, c'est ça. dis- Juste au niveau de la coupe de cheveux, les j'aurais orbites. peut-être- Non, mais du ressenti foot aussi. Mais cela dit, Non, mais- pour revenir sur ça, Jérém, toi, quand tu étais joueur, est-ce que Il sifflait beaucoup moins les mains. Oui. Non, mais alors imagine qu'aujourd'hui, tu es toujours joueur. Comment tu défends? Tu es désavantagé si tu dois défendre avec les mains dans le dos. Bien sûr. On est beaucoup moins mobile, on est beaucoup moins réactif parce que forcément, on a ce poids-là qui nous empêche de se bouger comme on l'aimerait. Mais c'est vrai qu'on en est arrivé à ce point-là, c'est que si on veut prendre le moindre risque, on est quasiment contraint de mettre les bras tout le temps dans le dos quand on est à distance d'intervention avec un On attaquant. n'aura en plus, moi, on n'aura jamais la solution. Non, mais on n'aura pas la solution. Mais après, moi, ça va encore plus loin. Moi, j'ai pas joué à Ouais, ton mais niveau. peu importe J'ai le pas niveau, été c'est arbitre pareil. non plus en deuxième ligue. J'ai joué en deuxième ligue. Mais qu'est-ce que tu as Non, mais j'aimerais. Non, ça va. J'ai 2-3 infos. Non. Mais non, moi, en fait, j'ai essayé de faire ce mouvement. Enfin, t'essayes de faire ce mouvement, tout bête. Tout bête, t'es dans ta chambre, tu fais ce mouvement. Quand tu fais ce mouvement, t'es pas en équilibre. Donc, tu es désavantagé déjà parce que tu perds de la surface, t'es pas en équilibre. Donc, en fait, le but, moi, c'est ça où je m'interroge là-dessus. Le but, c'est quoi? C'est d'avantager de plus en plus l'attaque, les attaquants, le foot offensif. Je pense que consciemment, c'est pas le but d'attaquer, d'avantager les attaquants. Mais tu désavantages quand même les défenseurs. Bah oui, mais ça c'est clair. Mais oui. De toute façon, on le voit tous les week-ends, hein, ça c'est clair. Mais il y a pas de. C'est difficile de trouver une sorte d'uniformisation entre les arbitres au sein d'un même match et d'un match à un autre. C'est ça le gros problème. Mais alors, là, on a parlé par exemple du penalty sifflé pour Zurich et pas sifflé pour Sion. Puis toi, Alain, tu as parlé de l'autre. Moi, c'est plus la cohérence. Celui qu'on siffle à Lucerne, C'est ça, celui c'est qu'on ça. siffle à Sion, mais pas l'action que tu as décrite avec Onchou. C'est la tête de Vraiment Balthazar. le duel au premier poteau. Oui, la tête Alors de après, Balthazar. peut-être que tu me diras, les caméras qu'on a à un tourbillon ne permettent pas d'avoir le bon angle. Ça, c'est encore un autre débat. Mais je veux dire, la situation, elle est exactement la même. Ouais, c'est la même. C'est la même. Donc pourquoi Moi, c'est plus ça aussi, mais après... Je dois être honnête, je n'ai pas vu cette action. Donc mieux vaut. Mieux vaut pas en parler. Je pense qu'au briefing demain de la SFL, j'imagine qu'ils aborderont le cas. On ne saura pas, nous, de Et l'extérieur. ça, c'est dommage. tu vois. J'espère qu'à l'intérieur, ils en parleront. Parce que pour moi, clairement, je te rejoins là, c'est la même action. Mais nous, on aimerait, on est d'accord, des fois, on en parle en séance de rédaction le lundi, nous, on aimerait tellement que les arbitres, des fois, nous expliquent, fassent une sorte de communiqué ou des explications. Non, pour moi, le plus nous simple, dire. c'est un post-match, un petit interview, pas polémique, mais simplement dans le respect des règles et puis des personnes qu'on a en face, de nous demander une explication réglementaire de la décision. Ça se fait en Allemagne, les bien arbitres sûr, viennent bien aux sûr. interviews Bien sûr, d'après-match bien sûr. en Allemagne en cas d'action litigieuse. Pourquoi vous avez sorti le rouge direct, ces choses-là. Puis tout à coup, ils t'expliquent, puis ce tu serait n'as aussi- plus rien à dire, tu n'as plus Ce d'arguments, serait puis aussi on ne fait éducatif pas ce débat. finalement, ce qui serait... Mais oui. Mais le problème aussi, c'est qu'on en revient toujours à cette notion d'interprétation. Et même si on a un arbitre qui est qualifié, qui s'est formé, qui connaît le règlement mieux que nous, dans notre salon, on aura une autre interprétation. On dira que non, c'est le bras qui est venu au ballon et pas le ballon qui est venu au bras. Oui, mais en parlant, Ça limite, Exactement. C'est vrai, ça En limite parlant, il t'explique au moins son ressenti les réactions et, vives, ouais. et- Je suis et d'accord. sa conception Je suis de d'accord. la chose. Donc, Je suis d'accord. c'est toujours mieux des fois de parler, de venir s'expliquer que de faire silence radio. Ils vont le faire en France d'ailleurs. Ouais. Ça va changer bientôt. Tant mieux. Il y avait déjà des tests qui avaient été très concluants à ce sujet d'ailleurs. Et c'est bon, après, le problème qu'il y a dans ce genre de tests où on équipe les arbitres de micro où ils sont filmés, c'est qu'ils savent qu'ils sont filmés et puis ils sont beaucoup plus polis avec les joueurs ou peut-être plus Tant mieux. plus pédagogues avec les joueurs que après s'ils le sont tous les matchs, ça les forcera à être dans ce registre-là. Bon, messieurs, des romans qui pleurent, des romans qui rient. Moi, je suis heureux. Ludovic Magnin a trouvé son bonnet fétiche. Et surtout, Il n'aime pas le mettre à l'interview d'ailleurs. Non, mais justement, je trouve Il l'enlève à chaque ça lui fois donne dans un petit l'interview. air de Calimero d'ailleurs. Je me réjouis de lui passer l'info. Non, d'abord, tant pis. Non, mais à part ça, franchement, les deux premières prestations, toi, tu y étais vendredi. Oui, j'ai commenté le match du LS. Je crois que là, on peut le souhaiter pour Lausanne, mais il semblerait quand même que quand tu gagnes en marquant 4 buts contre le Slow, tu gagnes en mettant 4 buts contre Haro, que tu lances une série, non? Oui, Il y a surtout
un autre ressenti au terme de ces deux. Il y a un passage déjà à une défense à 4. Il y a la volonté de dominer plus le jeu, de dominer plus l'adversaire, d'être moins sur la réserve, que je trouve très intéressante. Et Ludovic Magnan avait déjà cette idée en tête en arrivant. Ouais. Il nous l'a dit jeudi. Il n'avait pas le bonnet. Non, il avait la chemise fétiche. Là, il ne la met plus, justement, la chemise fétiche, parce qu'il fait plus froid. Oui, la chemise blanche, ouais, exact. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il avait cette idée, mais il avait quand même pas envie de tout chambouler, parce qu'il est arrivé un petit peu à la DER, nouveau staff, nouveau coach, beaucoup de joueurs qui sont partis ou arrivés. Et c'était un petit peu compliqué. Il a dit, moi, je ne me sentais pas de faire ce gros coup de poker et de tout changer comme ça. Il fallait que les joueurs puissent quand même garder quelques points de repère. Et c'est très intelligent, finalement, de sa part. Il y a des gens qui ont été frustrés, il y a des fans qui ont été frustrés parce qu'il n'y avait pas de jeu, il y avait des résultats. Après, il y a eu une série un passage à vide. Là, c'est 5 matchs sans victoire fin de l'année dernière. Mais là, franchement, ça joue, quoi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir vendredi. Bon, là aussi, on ne va pas tirer de conclusion hâtive après 2 matchs, mais tu sens des trucs, quoi. Tu sens... Attention, le début de championnat était pas mal. Hein. Ouais. C'est après qu'ils ont plongé. Et ils jouaient pas si mal au début de championnat. Et après, les autres équipes ont trouvé des solutions. C'est pour ça que, comme tu dis, pas de conclusion hâtive. On a vu maintenant, on a compris, ça va vite sur les côtés. Arrow s'est déjà adapté un peu. Les autres équipes, maintenant, ils travaillent bien aussi, ils vont s'adapter aussi. Xamax, je crois que le prochain match, c'est Xamax LS. Ils ont regardé les 2 premiers matchs. Moi, je suis encore prudent avec CLS. Mais évidemment, c'est la meilleure équipe de Challenge League sur le papier, sur le terrain aujourd'hui. Normalement, ils vont aller tout en haut, mais... Attention à Yverdon, hein, Tim. Non, j'y crois pas. Tu crois pas? Non, pour plein de raisons. Même pas sur le podium. Non, mais après, je crois pas Yverdon. Je crois pas qu'Yverdon puisse concurrencer Lausanne Sport jusqu'à la fin de la saison. Et surtout, pour une simple et bonne raison, c'est que Lausanne doit monter, Lausanne veut monter, Lausanne peut monter. Yverdon, il y a beaucoup d'interrogations quand même aux coulisses. Il y a un changement de propriétaire qui tarde. Il y a une équipe qui a envie de monter, qui est super sur le terrain. Il n'y a rien à dire. L'entraîneur est top. Il y a un vrai groupe aussi, ça se voit. Oui, moi j'étais sceptique sur Marco Chelly. Bon, clairement, on n'a pas sabré champagne de la rédaction de la région Yverdon quand il est arrivé. Bon, c'est dit, attendons de voir. On voit, c'est très bien. L'équipe, elle est top, elle est bien construite. C'est magnifique. Mais il n'y a pas une volonté folle derrière. Il n'y a pas un projet qui peut amener Yverdon Sport en Super League. Et ça, je pense que dans le sprint final, ça va se payer. Ouais, puis tu parles d'équipe bien construite. Nous, on en a parlé la semaine dernière en émission. Là, le slow qui est aussi bien construit et qui finalement, tu vois, en 6 jours, se fait rejoindre par le LS. Ils ont perdu vraiment 6 points. C'est un peu la loi des séries, de toute façon, cette Challenge League. Le LS qui a mal négocié ce 2e tour en fin d'année 2022. Slow qui commence mal cette année-là. Ville, par contre, qui est assez régulier. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est difficile à pronostiquer. Je vois quand même, en tout cas, 2 de nos clubs romans tout en haut jusqu'à la... Je ne parle pas de Xamax, de nos clubs vaudois plutôt en haut jusqu'en haut, mais... Enfin, jusqu'au bout, pardon. Mais, Ville, toi, tu vois Ville... Non, mais ça fait depuis mi-championnat qu'on dit ils sont sur régime, ils vont craquer. L'équipe que tout le monde voyait dernier en fin de saison, en début de saison. Mais parce qu'ils ont construit avec pas grand-chose. Ouais. Des moyens plus que limités, et puis il faut les points, quoi. Ouais. Tu les vois... Si tu devais non, mais après, moi, j'ai un autre regard. Déjà, je ne suis pas vaudois, donc moi, quelque part, je m'en fiche un peu lequel va monter mais Ville de Challenge League. Mais pour le bien du foot suisse, je suis désolé, je ne suis pas autant... attaché. Moi, j'aimerais avoir quand même Lausanne, parce qu'il peut y avoir un potentiel public, même si on a de la peine à remplir ce stade de la Tuilière. J'ai rien contre le slow, mais on a de la peine à attirer du monde. J'ai rien contre Ville, mais on a aussi un peu de la peine à attirer du monde. Il y a Winterthur, il y a Saint-Gall. Alors tu me dirais, ça pourrait faire des bons derbies, et puis pourquoi pas, mais il y a déjà assez de clubs... on va dire au-delà à part Arrow, il n'y a personne qui peut drainer beaucoup de spectateurs, de toute façon. C'est ça. Après, Ville, il y a quand même une limite au modèle pour la Super League. C'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs prêtés par des clubs de Super League pour se développer, qui seront peut-être moins enclins à les prêter à un club de bas de Super League, peut-être. Moi, je n'enterre pas tout aujourd'hui, pas du tout. Ils ont 13 points de retard, je crois, sur Yverdon et Ville. Je les vois largement capables de refaire ce retard. On en a discuté un petit peu off. Moi, c'est ma grosse déception pour l'instant de cette saison. C'est un club que je connais bien. J'ai même discuté avec Dominique Albrecht, le directeur sportif, en début de saison passée. J'ai discuté un petit peu avec Mauro Lustrinelli aussi récemment, avec qui j'ai joué, que je connais bien. Et c'est un effectif, pour moi, qui, avec le LS, est le meilleur de la Ligue. Ouais. Sans discussion possible, pour moi. Il y a de l'expérience, il y a des jeunes joueurs talentueux. Ils sont bien renforcés l'été passé, mais ça a pris du temps à ce que vraiment
en fait, la mayonnaise, elle n'a jamais vraiment pris. Il y a aussi comme un peu Bâle en Super League, cette inconsistance, cette irrégularité chronique. Et moi, je suis pour l'instant déçu, alors que j'en pense le plus grand bien de ce coach-là. Comment t'expliques que la mayonnaise n'ait pas pris? Je ne l'explique pas. Pour moi, c'était une question de temps. Beaucoup de joueurs, beaucoup de mouvements. Un nouveau coach qui est assez ambitieux, qui veut faire jouer un 4-4 de losange avec 4 milieux de terrain qui aiment bien avoir le ballon, et avec une défense qui est très, très expérimentée avec Burki, Souter, Luschinger. Pour moi, il y a énormément de qualité, mais peut-être à ce niveau-là, peut-être trop de joueurs, entre guillemets, qui ont peut-être plus la fin qu'ils avaient à l'époque pour retrouver le top niveau, peut-être, je ne sais pas. Mais ça s'est ressorti. J'ai vu tout Yverdon notamment, où il y avait ce fameux losange de Super League, Castroman et les autres, et Yverdon les a bouffés dans l'envie. Mais clairement, et c'était impressionnant. Peut-être que la victoire en Coupe de Suisse a apporté un peu, non pas de confiance, mais faut voir d'allant. Ils enchaînent une série. Moi, j'ai toujours c'est vite rattrapé. Quand même. Ouais, bon, ça va. Moi j'ai toujours de la peine avec les retours de coach dans des clubs. Il y a très peu de contre-exemples. Ça a marché. Exactement. Où que tu... Ouais, Zidane. C'est le haut du panier. Voilà, on parle de... Voilà. Mais est-ce que... Ça a moyennement marché, je crois, effectivement. D'ailleurs, ça marche toujours pas. Voilà. On a dit les attaques en dessous de la ceinture, on laissait tomber. Tim, il faut toujours qu'ils m'en balancent. Non, mais... Voilà, il y a très peu de contre. Oui, j'allais dire, en fait, la Juve n'a jamais été aussi proche de la Ligue des Champions. T'as vu, dans l'étagère. En tout cas, les décorateurs ont bien fait les choses. C'est toi qui as mis? Oui, c'est moi. Non, mais petit clin d'œil. Les retours de Mauro Lustrinelli, alors je suis aussi très déçu, justement, de cette équipe. Il était intérimaire à l'époque, il n'était pas coach en chef, si je me rappelle bien. J'ai l'impression qu'il a quand même fait quelques matchs. Je suis pas sûr. Mais bref, même s'il a été intérimaire, il était au club, il connaît le club. Mais si ces retours, on peut parler de Tramezzani, si on peut faire une liste de 18 coachs, je pense qu'ils sont revenus, revenus, mais un peu partout en fait, dans les Tolo, ça a marché. Oui, c'est vrai. Par exemple. Ouais, voilà, c'est non mais c'est ce que je disais, il y a peu de contre-exemples, mais là justement j'ai ce même sentiment que toi. J'attendais cette équipe sur le podium. Elle le sera peut-être à la fin, mais depuis voilà. Non, mais maintenant, pour moi, j'attendais cette équipe déjà détachée avec Lausanne au coude à coude. Exactement. Éventuellement à Rome. Vaduz avec le bémol de la Coupe d'Europe qui leur a bouffé pas mal d'énergie. Mais qui ont été géniaux. Moi, j'ai adoré Vaduz en Coupe d'Europe, c'était génial. Tous les week-ends, ils se prenaient des pétés en championnat, et puis tous les jeudis, ils sortaient le match. C'est là qu'on voit que le football suisse, il est fort. Même notre deuxième division, elle est... Est-ce que c'est la meilleure deuxième division du monde? C'est possible, avec le Championship, c'est possible. Les salaires sont les mêmes, d'ailleurs. C'est bien, parce que tu me donnes une paire. Je voulais vous entendre sur... déjà, ce soir, on a un programme de fou. Il y a le Barça qui joue contre Séville, il y a Marseille qui joue Nice. Nice, ouais. Un petit derby, la Madonnina, j'ai toujours de la peine, entre l'Inter et pas Milan. Alain, on va bientôt clore cette émission pour aller voir ces matchs. Pas Olympiakos pour les puristes. Voilà. Mais c'est pas sur Blue, je crois. Non, c'est pas sur Blue. Excusez-moi, je suis désolé. Du coup, c'est le match que tu vas regarder ce soir? Non, c'est au cours, là. Tu sais que il m'embête assez. Je suis allé commenter le match d'Olympiakos contre le Bayern pour Blue. J'ai dû faire une carte de Socios pour pouvoir accéder. C'était écrit en cyrillique? Ah non, mais j'ai eu pendant 2 ans une carte d'ultra de l'Olympiakos. Et magnifique l'ambiance, à part ça, dans ces stades. Mais c'est plié en Italie, mais quand même, un derby, ça reste un derby, non? Ou pas? Ce derby, pour moi, il n'a pas beaucoup de saveur, parce que... j'ai préféré ceux de la saison dernière parce que tu avais quand même l'Inter qui était championne en titre, le Milan qui a dépassé. En plus, il y a eu des scénarios incroyables l'année passée. Puis là, c'est les 2 équipes qui veulent aller chercher le 20e titre, donc la 2e étoile. Donc, de toute façon, Naples a gagné contre Rome, donc c'est plié. Oui, c'était le tournoi du championnat. C'est ce que tu disais, donc 13 points d'avance, là, c'est... non, mais Naples, c'est fort, quoi. Après, moi, Tim reviendra et puis il me dira... Parce que Tim, il est bon dans les pronostics. Faut se méfier de Tim, parce que tu dis un truc, tu penses un truc très fort, comme ça, tu vois. Moi, j'ai la tête dure, j'ai mes idées. Et j'ai envie de dire que Naples, pour moi, peut aller au moins dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Après, Tim... pourquoi pas. Mais tu me regardes un peu de travers, et puis du coup, je commence un peu à vaciller. Non, mais ça va être dur pour eux d'aller au bout des 2, c'est ça que je dis. Ouais.
Ouais. Mais maintenant, effectivement, le tournoi du championnat, pour moi, c'était la semaine dernière, ce match contre la Roma. Je pensais que Mourinho... la Roma fait un bon match d'ailleurs, aurait mérité peut-être mieux, mais a perdu ce match, maintenant c'est plié, on est d'accord. Mais si tu vas au bout, si tu as déjà 16 points d'avance ce soir, en attendant le derby, tu peux aborder ta double confrontation contre l'Eintracht Francfort plutôt tranquille. Tu peux te permettre... L'Eintracht est pas mal, hein, mais... Oui. Bon, tu vois, on pensait que c'était un tournant aussi ce week-end avec la défaite d'Arsenal. Manchester City perd à Tottenham. Incroyable. Par contre, ça peut en être en Espagne, hein, parce que le Real a perdu aujourd'hui. 1-0, je crois, à Majorque. Ça ferait 8 points en cas de succès du Barça. J'ai pas le classement exact en tête, mais... Ouais, 5 points d'avance. C'est chaud. Le Real qui va pas monstre bien, qui va trouver Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions. Quel grand club va bien actuellement avant les... Le Napoli. Non, mais le Napoli. Ah, c'est un grand. Ça dépend si c'est un grand club ou pas. Alors c'est un club historique, mais c'est pas le tout haut du panier européen. Les 8e de Bayern reprend des couleurs. Ouais, un petit peu mieux. 3-0 après 20 minutes aujourd'hui quand même. Je les ai vus justement les 3 premiers matchs de cette année 2023. Bon, ils jouaient contre des blocs bas qui avaient marqué. Tu valides que c'est un grand club quand même. Bayern. Ouais. Non, mais j'ai eu un doute tout à coup. Je ne veux pas m'attirer les foot de tous les. Ah bon. Non, c'est un top. Ah bon, club. voilà. Difficile de faire mieux. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais été pas mal. Ils n'avaient jamais trouvé les solutions contre ces blocs bas qui avaient ouvert le score assez tôt. Et j'avais été pas mal déçu. Et je m'attends un peu à un match entre deux équipes qui ne sont pas forcément. Ce match aujourd'hui, ça confirme, ça infirme un petit peu cette théorie, mais contre le PSG, ça va être intéressant. Ce PSG de loin pas au mieux. C'est la Scoumoun de début d'année avec Mbappé. Là, on a qui Sanchez qui est sorti. Bon, Sanchez, il a déjà 4 blessures. Il a 4 blessures en une seule saison. Hein. C'est pas un des. Bon, après, quel recrutement inutile. Quand même. Alors ça. Là, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des jeux d'argent derrière. Comme pour ces compagnies. Moi, je pense que ce recrutement, il est tellement inutile et tellement cher que je vois peut-être le mal partout. Je m'excuse, mais pour moi... De toute façon, les directeurs sportifs, ils travaillent avec les agents avec lesquels ils ont des affinités. Ils ont travaillé avec lui à Lille, ils avaient été champions de France. Il est capable du meilleur quand il joue, mais le problème, c'est qu'il joue un match sur 4. Donc, c'est un pari tenté qui est pas... On en parle des transferts bizarres. Cancelo qui part du jour au lendemain. Même si on a eu quelques infos, comme apparemment il serait pris le show avec Guardiola, mais c'était un des joueurs presque... Moi, je veux dire... Quand tu faisais ta fantasy team, c'est un des premiers joueurs que tu prenais. Jérém et moi, on le prend en premier. Puis après, tu construis. C'est un joueur, Cancelo, qui a toujours la joie de vivre, la joie du foot, l'enthousiasme quand il joue. C'est-à-dire que ça a été comme ça à Valence, ça a été comme ça à l'Inter, ça a été comme ça à la Juve, et ça se termine comme ça à City aussi. Tu le mets un match sur le banc, il fait la gueule, puis c'est fini. Et Pep Guardiola, il déteste ça. Donc voilà pourquoi ça se termine. On n'est pas en train de payer aussi que tout le monde attendait avec impatience de savoir qu'est-ce qui se passerait après cette Coupe du Monde. Avec les blessures, les transferts inexpliqués. Mais ce Lewis, là, il y a le Lewis qui est pas mal, il y a Ake qui est... en fait, c'est pourquoi Cancelo, est-ce qu'actuellement, il était meilleur que l'un ou l'autre? Pep Guardiola a fait ses choix, et puis de temps en temps, tu vas sur le banc, tu fais le tournus. Il faut dire qu'il était quand même... Déjà, Pep, c'est un adepte du turnover. Cancelo était moins performant cette saison que les 2 dernières, même s'il était très fort. Hein. Oui. Faut pas... Par contre, il revient de la Coupe du Monde où il a d'ailleurs peu joué. Je crois qu'il perd sa place après son premier match en poule. Et peut-être pas dans le bon état d'esprit. Après, c'est que des spéculations. Mais je suis quand même étonné de pouvoir se passer d'un joueur comme ça quand on est un petit peu derrière Arsenal à la lutte pour le titre. Ouais. Lewis, grand talent, grand futur, grand potentiel, mais quand même risqué quand même de vendre à... Si tu as une rupture avec ton coach... Oui, non, mais tu peux pas intransigeant, c'est clair. Voilà. Mais après, il y a des joueurs qui sont en désaccord avec leur coach, mais qui sont quand même là pour l'intérêt du collectif et qui arrivent à... Et ça tourne vite, tu vois, Granit Xhaka, rupture totale avec le club, avec tout le monde. Et puis, il y a un coach qui arrive, qui l'adore, et puis maintenant, c'est le meilleur milieu de terrain, un des meilleurs de Super League. Moi, ce que j'ai adoré, je voulais revenir là-dessus avec ces mercato, ces deadline mercato, c'est quand même ces transferts loupés, quoi. Moi, je trouve mythique. C'est extraordinaire. Kim Ziyech, c'est extraordinaire. Ils ont envoyé 3 fois le Profax. Ils étaient sur le dossier Enzo Fernandez en même temps, donc ils ont concentré toutes les personnes compétentes sur le dossier Enzo. C'est hallucinant. En plus, je veux dire, toi qui connais pas l'arrière du décor, tu te dis mais pourquoi ils attendent toujours la dernière minute? C'est à ce moment-là que tu te négocies le mieux. Ouais. Je sais. On a vu avec Skriniar. Non, nous on veut pas donner 20, on donne 10. Ouais. Les gars, c'est vous qui voyez. Dans 6 mois, il est gratuit. Du coup, c'est poker monteur. Puis après, il avait déjà signé pour cet été. Mais après, Ziyech, je veux dire. Comment tu
tu reviens, comment tu te remets là-dedans, tu te voyais déjà ailleurs. Lui, il a commencé titulaire ce week-end. Bon, tu te souviens derrière automatique. avec le Real aussi, ça avait fait la même chose. C'est juste. Puis du coup, ça l'a pas empêché de bondir. Moi, ce que je trouve mythique, c'est l'histoire de Bordeaux. Ouais. Ça, le carjacking. Carjacking. Le gars, il doit partir, il a plus de papier pour voyager, perdu ses papiers d'identité, du coup, le joueur bloqué, pas de transfert. Fou. Mais, il y a une autre histoire sympa, c'est Pavlovic, l'ancien défenseur de Angers, qui jouait à Rijeka en Croatie, qui a signé à Saint-Etienne en Ligue 2, qui est d'ailleurs en grande difficulté en Ligue 2, qui a fait 10 heures de voiture depuis la Croatie pour rejoindre Saint-Etienne pour signer les documents à temps. Et finalement, il a pu s'engager à temps, mais c'est vrai que Rijeka en Croatie jusque dans le Forez à Saint-Etienne, il y en a peu qui l'ont fait en voiture. Je crois qu'il a fait 2-3 radars en plus. C'est possible. C'est possible. Ouais, magique. Bon, en tout cas, on se réjouit de retrouver ces grands clubs. Ah non, c'est pas encore cette semaine. Bientôt. C'est dans 14 février. 14 février, Saint-Valentin. Saint-Valentin, ça vous arrange, les gars? Je regarde pas. Sérieux? Ah non, dîner romantique avec madame, on met la petite chez les beaux-parents. Nous, on est là. Toi, tu plaisante. Avec les push. Je plaisante. Toi, tu commentes le PSG contre le Bayern le 14 février. PSG Bayern, avec Bernard. Ouais. C'est beau. Ça va être sympa. Comme avec Bernard. Mais je me réjouis justement du PSG sans Mbappé. Moi, je suis d'accord. On parle de Mbappé. Qui peut amener. T'es sûr qu'il joue pas? Non, je pense pas. Moi j'aime bien cette discussion. C'est bon ça. Nagelsmann dit ça en conférence de presse hier. Le match aller, en tout cas, bon après, voilà, tu dis ce que tu veux dans les communiqués, mais 3 semaines d'absence. Oui, tu peux gagner l'Open d'Australie. On est un déchirure 3 cm. Tu peux jouer c'est magique. Mais à part ça, mis à part la question de fond, est-ce que tu n'as pas une équipe? Toi, sans un des 3 devant, ils joueront peut-être 2 des 3. Regarde hier. J'ai détesté Galtier en conférence de presse, qui dit maintenant c'est tout pour Messi. Messi ne défend pas, toute l'équipe doit défendre pour lui. Je suis désolé, c'est l'opposé de ce que j'aime dans le foot. Je déteste ça. Il n'y a aucun joueur au monde, même Lionel Messi, et Dieu sait que c'est le meilleur, qui est plus grand qu'une équipe ou qu'un club. C'est jamais mon discours, ça. Ouais, puis après, tu as aussi ceux qui disent que le PSG, ça va pas quand les 3 sont devant, parce que l'équipe est déséquilibrée, parce qu'ils défendent pas. Et puis maintenant que tu n'as pas Mbappé ou que tu n'as pas Neymar, ça va pas non plus, parce que y a Messi qui est tout seul. Et puis ces discussions, elles sont incroyables. Le problème qu'il y a, c'est que tu as Ekitike pour remplacer Mbappé. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est un joueur que tu achètes 40 millions à Reims, qui a un bon potentiel pour dans 2 ou 3 ans, mais qui n'est pas armé pour jouer la Ligue des Champions déjà. Ouais. C'est ça le problème. Et tu n'as pas construit une équipe. Tu as construit un pseudo-collectif autour d'individualités, et quand elles ne sont pas là, Et puis moi, tactiquement, je reste d'avis. On l'avait vu d'ailleurs quand ils avaient joué contre Manchester City, quand ils avaient joué aussi contre le Bayern, même l'année d'avant, quand Messi n'était pas encore là. Jouer contre des équipes, des rouleaux compresseurs qui ont une forte possession, qui ont une grosse intensité, qui ont des joueurs puissants sur les côtés, tu ne peux pas te permettre de défendre avec 2 lignes de 4. Pour moi, tu ne peux pas sacrifier 2 joueurs, aussi forts soient-ils, aussi talentueux soient-ils. C'est impossible. Ouais. Peut-être un seul, parce qu'il y a des grandes équipes qui laissent bien sûr l'attaquant en attaque préventive, et puis à part le premier pressing fait sur les centraux, après il s'arrête et puis il attend le long ballon entre guillemets de son défenseur. Mais à 8, tu peux pas jouer contre le Bayern, tu peux pas jouer contre City, tu peux pas passer contre cette équipe. Et moi, je suis ni pour Paris ni pour Marseille. C'est pas j'ai aucun lien affectif. Mais j'espère tellement que Marseille sera champion cette année. Pour montrer ce que c'est un projet de club, une équipe, un collectif, des joueurs qui se battent comme des chiens sur chaque ballon. Alors moi cette année, je suis pour Marseille, c'est clair et net. On va regarder le match parce que Marseille, c'est sur Blue, c'est dans quelques minutes. Ouais, moi j'y vais. Moi, je vais zapper entre le Barça, le derby. En tout cas, merci d'être resté en notre compagnie. 45 minutes, c'est toujours trop rapide quand on parle avec des passionnés de foot. Vous retrouvez cet épisode de Match après Match sur nos podcasts, vous en avez l'habitude. À bientôt, messieurs. Bonne soirée à vous. Ciao. Salut les gars.